Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonsoir à tous et bienvenue dans 24 heures en Alsace. Installez-vous confortablement, nous allons passer 1 heure ensemble avec au programme de la culture d'abord, des livres, des films et même des concerts accessibles aux personnes non-voyantes ou sourdes. Voilà une partie du programme du festival Entendez voir qui a lieu en ce moment à Strasbourg. Le lundi, c'est sport et dans l'émission de ce soir, nous allons vous faire voyager en vous parlant d'un sport dont vous ne connaissez sûrement pas l'existence. Le hurling, ça vous parle, vous serez tout sur ce sport venu tout droit d'Irlande. Lui vous emmènera voyager ailleurs, plutôt dans les pays du Sud. Nicolas Riffel et son grain de sel vous fera découvrir le restaurant Hey Mama à Strasbourg qui propose une cuisine moderne aux influences afro. Mais avant tout cela, place à l'information avec Cécile Motz. Bonsoir à tous, les informations de ce lundi 2 mars. Masques, solutions hydroalcooliques avec la hausse des cas de coronavirus, les pharmacies sont prises d'assaut en Alsace. À l'espace Apollonia de Strasbourg, coup d'envoi de l'exposition Quand le chat n'est pas là, une centaine d'œuvres réalisées par 12 jeunes artistes, étudiants ou tout juste diplômés, y sont exposées. Et puis une terrine pour la bonne cause. Les boucheries-charcuteries d'Alsace se mobilisent aux côtés de l'association de lutte contre le cancer, Life Pink. Mais on commence avec ces quelques images du rassemblement actuellement en cours place de la République devant la préfecture de Strasbourg. Ils étaient environ 150 à faire entendre leur voix contre le 49.3. Cet article de la Constitution permet d'adopter sans vote la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Le gouvernement a annoncé samedi faire recours pour permettre la suite du processus législatif selon les mots d'Édouard Philippe, le Premier ministre. L'opposition a déposé des motions de censure qui seront débattues demain. Face à cela, les syndicats se mobilisent et appellent à des manifestations partout en France. Adrien Laby est allé à leur rencontre à Strasbourg. Ça fait plus de 3 mois qu'il y a un mouvement social fort et long et durable dans ce pays. Les députés à l'Assemblée nationale ont porté les craintes, les questions, les réserves, les objections de ce mouvement social. Et là, on les empêche de mener la discussion jusqu'à son terme. Voilà. Donc ce projet, on n'en veut pas. Et l'utilisation du 49.3 pour imposer un projet qui est minoritaire dans l'opinion publique provoque la colère. On se sent vraiment insulté, méprisé une fois de plus, une fois de trop, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Demain, la mobilisation devrait continuer. Les manifestants se donnent déjà rendez-vous devant préfecture et sous-préfecture d'Alsace. Dans le reste de l'actualité, l'Agence régionale de santé a confirmé 4 nouveaux cas de Covid-19 en Alsace, parmi eux 2 enfants de 1 et 5 ans ainsi que leur mère de 27 ans, tous originaires du Haut-Rhin. Le 4e cas est une femme de 32 ans, compagne de l'homme hospitalisé après un séjour en Lombardie en Italie. Il était le premier cas confirmé en Alsace. Selon l'ARS, l'état de santé de ces patients n'inspire pas d'inquiétude. À ce jour, 5 personnes sont hospitalisées au CHU de Strasbourg. Ils bénéficient d'une surveillance et d'un traitement médical adapté et demeurent en isolement. A noter qu'un point presse a été organisé cet après-midi, il y a quelques minutes, à 17h30 à la préfecture de Strasbourg. Et l'ARS a confirmé 11 cas dans le Grand Est, parmi une famille du Bas-Rhin, un père de 49 ans et son fils qui ont été en contact avec un malade originaire de l'Oise. En tout, 8 personnes sont actuellement hospitalisées à Strasbourg et 3 le sont à Nancy. Et en Alsace comme ailleurs, les pharmacies sont prises d'assaut. De nombreuses personnes cherchent masques de protection et gel hydroalcoolique. Reportage Camille Roland et Adrien Laby. Dans cette pharmacie de Strasbourg, depuis plusieurs semaines, c'est le même refrain. Monsieur, bonjour. Bonjour. Écoutez, je voudrais savoir s'il vous reste des masques pour le coronavirus, j'ai un peu peur. Malheureusement, il n'y en a pas. Ça fait un moment qu'il n'y en a pas. Alain Boetsch a vendu son dernier masque il y a 3 semaines. Inutile de se rendre chez ses confrères, vous n'en trouverez pas non plus. À sa clientèle inquiète, il explique les raisons de cette pénurie.
La plupart des masques que vous trouvez dans le commerce viennent de Chine. Donc tout le réapprovisionnement qui devait nous parvenir est bloqué en Chine, puisqu'il n'y a plus de transport de matières qui viennent de Chine. Et donc on a activé 2 usines sur le territoire national pour fabriquer un certain nombre de masques pour la population par la suite et pour les professionnels de santé au départ. Il s'agirait de 15 millions de masques. La pharmacie du Conseil des 15 sera livrée prochainement, mais ne pourra pas vendre directement au grand public. Les équipements de protection seront destinés aux seuls professionnels de santé. Pas de panique cependant, le port du masque n'est pas recommandé pour vous protéger du coronavirus. Ça n'a pas fait ses preuves dans les mesures barrières pour stopper la diffusion du virus. En revanche, pour les personnes confirmées et les personnes contacts avec un risque potentielle transmission de ce virus, il est important pour elles et pour leur entourage qu'elles portent ces masques. Et dans ce cas-là, l'établissement, pour les personnes confirmées, parce que ces personnes sont hospitalisées, leur délivre les masques adaptés. Et pour les personnes contacts, c'est l'agence qui leur livre des masques pour qu'ils se préservent eux-mêmes et protègent leur entourage. Face à la rupture de stock dans les pharmacies, certains se tournent vers le commerce en ligne. Attention à la flambée des prix et aux arnaques. Si le port d'un masque est vraiment la seule chose qui puisse vous rassurer, veillez tout de même à choisir le bon modèle et à l'utiliser correctement. Le masque réellement efficace, c'est ce qu'on appelle le masque FFP2, qui a une valve, etc. Sauf qu'il y a quand même des restrictions. Il faut savoir que ces masques ont une durée de vie de 3-4 heures. Ce qui veut dire qu'il vous en faudrait 4, en gros, pour une journée. En plus, il faut le garder pendant les 4 heures. Si vous l'enlevez ne serait-ce qu'une minute, il perd de son efficacité. Donc ça n'a aucun intérêt de le garder une fois que vous l'avez posé sur vous et vous l'avez enlevé. Pour rappel, les plus sûrs moyens de se protéger des épidémies restent de se laver les mains régulièrement, d'utiliser des mouchoirs à usage unique, d'éternuer et tousser dans son coude. Pour toute question concernant le coronavirus, contactez le 0800 130 000. Conduire en état d'ivresse serait la deuxième cause de mortalité sur les routes en France, selon les chiffres de la sécurité routière. Si ne pas boire reste la meilleure des options, l'entreprise strasbourgeoise DriveCase, spécialisée dans la sécurité routière, propose plus de 500 produits pour sensibiliser les conducteurs. Le dernier en date, un gobelet doseur d'alcool, un reportage d'Adrien Laby. Boire ou conduire, vous le savez bien, il faut choisir. Mais vous êtes aussi nombreux à faire les deux. La loi fixe la limite à 0,5 g d'alcool par litre de sang. Mais qu'est-ce que cela représente en verre de vin, de bière ou d'alcool fort? Pour y voir plus clair, éviter les accidents et le retrait du permis de conduire, DriveCase, une start-up strasbourgeoise, a mis au point ce gobelet doseur d'alcool. Dessus figurent toutes les informations nécessaires pour évaluer son alcoolémie théorique en fonction de différents facteurs. C'est vrai qu'on entend souvent on a le droit de boire 2 verres avant de conduire, sauf que en fait, ce n'est pas le cas puisque 2 verres, ça va dépendre de la quantité que vous aurez servi dans votre verre et surtout que ça va dépendre de votre poids, de votre sexe, de votre âge, ça va dépendre de beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte pour ce calcul de taux d'alcoolémie. Entre un verre servi à la maison ou un verre que vous allez consommer dans un lieu réglementé comme un bar ou une discothèque, vous avez, par exemple pour le whisky, c'est une dose de 3 centilitres. Si on demande à quelqu'un de se servir un whisky à la maison, on sera plutôt aux alentours des 6-7 centilitres, ce qui va représenter au final l'équivalent de 2 verres réglementés. Nous, on est plutôt dans une optique de dire si vous conduisez, vous ne buvez pas. Par contre, là, on est sur un outil vraiment qui va vous permettre de connaître votre taux d'alcoolémie théorique. Après une soirée bien arrosée, le seul moyen d'être sûr et certain de pouvoir prendre la route reste encore l'alcotest. Ces derniers sont également au catalogue de l'entreprise. Créée en 2014, elle s'est spécialisée dans la vente de matériel de prévention routière. Inutile cependant de les contacter directement, leurs produits sont destinés aux seules entreprises, collectivités et associations de prévention. Sur leur site, plus de 500 références, du célèbre gilet jaune au simulateur de conduite. Notre catalogue représente plus de 6 catégories, donc on va avoir la haute visibilité qui va plutôt être destinée cyclistes, piétons, personnes âgées. Et puis après on va avoir toute une gamme alcool, donc là c'est plus pour les lieux festifs, pour les entreprises. On a aussi des produits en lien avec les drogues. Et puis après effectivement dans 500 produits vous imaginez bien qu'on va avoir beaucoup de choses.
Au démarrage, on a commencé avec des produits qui existaient déjà et puis maintenant on crée beaucoup d'innovations qui proviennent directement de nos idées. Pour aller plus loin, la société strasbourgeoise propose des formations à ses clients. De la voiture tonneau au simulateur de 2 roues en passant par le constat à l'amiable, de quoi vous assurer de prendre la route en toute sécurité. Créer une terrine pour aider à lutter contre les cancers en Alsace, c'est le pari des bouchers, charcutiers, traiteurs du territoire. Durant tout le mois de mars, la fédération, en partenariat avec l'association Life Pink, va récolter des fonds. Reportage à Haguenau. L'association Life Pink récolte des fonds pour aider les personnes atteintes de cancer, leurs aidants, mais aussi la recherche en Alsace. Alors cette année, pour la première fois, une terrine solidaire est proposée. En partenariat avec les bouchers, charcutiers, traiteurs d'Alsace, la solidarité se fait dès l'achat du contenant. Ces moules auront une valeur au moment de l'achat et déclenchera 2 € qui sont reversés directement à l'association. Donc on n'attend pas que la terrine soit vendue, c'est au moment où la boucherie commande. Alors je donne un exemple, Jean-Luc commande 100 moules, tu fais 100 x 2, donc il reverse directement 200 € à l'association. Alors, du nord au sud, de Wissembourg au Sungo, la fédération a répondu présente puisque déjà 5000 terrines de 500 grammes ont été produites par une 60aine de professionnels. J'ai laissé à chacun de mes collègues un peu la latitude de faire la terrine qu'il a envie de faire parce qu'on a tous des recettes qui sont un peu différentes. Par contre, ce qui va nous unir, c'est effectivement ce moule en bois et aussi des cranberries, pour que ce soit un peu notre marque de fabrique. Grâce à ces actions, l'association de lutte contre le cancer Life Pink a pu récolter 35 500 € l'an passé. Cette année, elle compte bien dépasser ce record. Direction le quartier de la Robertso à Strasbourg maintenant où l'association Apollonia accueille de nombreuses expositions. La dernière en date, Quand le chat n'est pas là, est à voir pendant 2 semaines. Au programme illustration, sculpture ou peinture inspirée par le ton de l'artiste alsacien Tommy Ungerer, Fanny Kunz et Gilles Kunz. Quand le chat n'est pas là, c'est le nom de la nouvelle exposition d'Apollonia. Cette association, dont le but est de promouvoir la création artistique européenne, met en avant 12 jeunes artistes. Tous se revendiquent héritiers de l'esprit de Tommy Ungerer, décédé il y a un peu plus d'1 an. Thaïs, étudiante en école d'art, en fait partie. En fait, je fais une collection de théières en forme d'objets. Donc, c'est des théières que j'ai réalisées pour mon diplôme de 3e année. Donc, en fait, il y en a une qui représente la verrière de mon école, une qui représente un aspirateur Dyson et une autre qui représente la cité radieuse du Corbusier. Ces 3 théières-là aussi, elles résultent de plusieurs recherches que j'avais fait en dessin avant de qu'est-ce qu'on pourrait faire en théière et qui serait un peu hors du commun. Parmi la centaine d'œuvres, des sculptures donc, mais aussi des peintures, illustrations et autres installations. Pieds, mains, chats, souris ou fourmis y sont représentés. Un bestiaire haut en couleurs, sorti tout droit de l'imagination de ces étudiants. C'était l'occasion en fait de montrer des jeunes artistes, donc soit diplômés depuis quelques années ou alors encore en études pour certains, et dans un esprit en fait héritier en fait du ton de Tommy Ungerer, donc entre l'absurde, entre l'animalité, la zoomorphie. Le côté rigolo, mais en même temps un petit peu irritant aussi parfois. Pour nous, c'est assez important parce qu'on est des jeunes créatrices aussi, de donner de la place, du temps de parole, proposer des projets aux jeunes artistes créateurs, parce qu'on sait qu'en sortant d'école d'art, c'est toujours assez compliqué de trouver des projets et voilà, de continuer à créer en dehors des études. En marge de l'exposition et en partenariat avec Emmaüs, un salon et une petite bibliothèque sont à disposition des visiteurs. Magazines, livres et illustrations d'artistes y sont mis en vente. Quand le chat n'est pas là, une exposition visible à Apollonia tous les jours dès demain jusqu'au dimanche 15 mars. Et on termine ce journal avec l'image du jour de Olivier Anne. L'image des gros méchants tatoués va encore en prendre un sacré coup. Les Ink Girls and Boys d'Alsace organisent 2 soirées caritatives contre le cancer du sein. C'est en avril prochain, mais les réservations sont déjà ouvertes. Le vendredi 24 au Palais Beaubourg de Blotzheim, ce sera la présélection des Ink Girls. Et le lendemain, l'élection féminine et masculine des plus belles et plus beaux tatoués. C'est Béné Ink Girls Alsace 2019 qui représentera notre région à domicile.
Voilà pour l'actualité. Merci Cécile. Dans un instant, nous allons parler du festival Entendez voir. C'est le rendez-vous du livre et du film accessible à tous. C'est juste après la météo. Bonjour et bienvenue dans votre bulletin météo de ce mardi 3 mars. Et c'est une matinée ensoleillée qui nous attend en Alsace. Quelques nuages bas du côté de Wissembourg, mais rien de bien méchant. Le ciel sera en revanche un peu plus couvert chez nos amis suisses et allemands. Quelques averses devraient même tomber du côté d'Offenbourg. Les températures restent fraîches, tout juste 0 degré à Sarre-Union, 1 degré à Mulhouse et Wissembourg. Jusqu'à 3 degrés la maximale, ça sera pour Strasbourg et Colmar, ainsi que Kehl et Karlsruhe, 2 degrés pour Fribourg et Bâle. L'après-midi, ça se gâte, notamment dans le Bas-Rhin. Quelques gouttes sont attendues au cours de l'après-midi du côté de Strasbourg et Wissembourg, ainsi qu'à Bâle et dans le centre du Bade-Württemberg. Ailleurs, le ciel sera couvert, mais le temps devrait rester sec. Côté Mercure, ça grimpe en après-midi avec 7 degrés pour le nord du Bas-Rhin ainsi que du côté de Mulhouse et Kehl, 8 degrés pour Bâle et le sud du Bade-Württemberg et jusqu'à 9 degrés la maximale à Karlsruhe, Strasbourg et Colmar. Mercredi, on continue sur la même lancée, le ciel sera chargé et humide, surtout dans le Bas-Rhin. Les températures seront comprises entre 8 et 9 degrés au meilleur de la journée. Mardi 3 mars, nous fêtons les Guénolés. Le soleil se lèvera à 7h06 pour se recoucher à 18h16. Passez un bon moment sur Alsace 20. Comment accéder à la culture, au cinéma, aux livres lorsqu'on est malvoyant, non-voyant, malentendant ou encore sourd? Voilà en tout cas le superbe projet du festival Entendez voir. Ça se passe en ce moment à Strasbourg. Et pour nous en parler, Mireille Leflair et Patricia Weiss, bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Alors, merci à vous d'être avec nous. Mireille Leflair, vous êtes vous-même musicienne, non-voyante. Alors avant de parler du festival à proprement parler, quand on parle de handicap, on pense souvent des problèmes liés au quotidien, au travail aussi, mais on pense moins à l'accès à la culture, mais en fait c'est un vrai problème. Oui, c'est vrai que c'est un vrai problème. Après, de nos jours, c'est vrai que grâce aux associations différentes, et notamment la nôtre, qui est donc Vue d'ensemble, nous organisons donc des manifestations tout au long de l'année pour qu'on puisse accéder à la culture dans tous les domaines possibles. Donc, par exemple, dans l'association, nous avons des cours de salsa, accessibles à tous. Nous avons une chorale, que j'ai le plaisir de diriger. Et après, on a des expéditions. Voilà, donc c'est vrai qu'on essaye vraiment de diversifier au maximum notre accès à la culture et toujours, c'est-à-dire le mélange de personnes non-voyantes, malvoyantes, voyantes. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus compliqué, peut-être le plus frustrant, ce que vous essayez de pallier? Est-ce que c'est justement l'accès à la culture dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien? Est-ce qu'il y a des petites choses, des petits éléments voilà, de la vie de tous les jours où vous vous dites voilà, c'est frustrant pour vous et du coup vous essayez de trouver des solutions à chaque fois, par exemple les cours de salsa? Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on essaye de faire parce qu'au final, tout est accessible en soit. Mais c'est juste qu'il faut trouver les outils pour qu'on puisse justement avoir accès facilement à tout projet et à toute culture, en fait. Et justement, vous parlez d'outils. Des progrès ont été faits sur le langage des signes, le sous-titrage, l'audio-description également. Est-ce que c'est encore suffisant ou faut encore aller plus loin? Alors justement, le constat, c'est que lorsqu'on a eu à présenter le défi Baïkal qui a été organisé donc, en 2017 par l'association, c'est ce défi entre malvoyants, non-voyants et sourds et malentendants. Donc ce film-là a fait le tour des festivals et c'était le seul film qui était effectivement présenté, audio décrit et avec du sous-titrage. Et c'est par ce constat-là que justement on a rebondi en lançant déjà l'année dernière donc, la première édition du festival. Et ça veut bien dire qu'il y a encore du manque et qu'il faut continuer à communiquer, à organiser, à innover pour non seulement sensibiliser, mais aussi donner cet accès-là. Donc on est sur les deux champs avec ce genre
d'initiative. Alors les films, ça fait partie entre autres du programme. Il y a également, je me suis noté des lectures au casque en son 3D, un concours de lecture en braille, des concerts également en chant signé, langue des signes française. Alors ça c'est quand même assez rare. J'y ai assisté personnellement pour la première fois à l'ouverture samedi. C'est très dynamique. C'est entraînant et puis c'est tout à fait accessible parce qu'on a certainement les vibrations. Je ne veux pas parler au nom des sourds et malentendants, mais je sais qu'on peut ressentir ça. Et puis là, on a ce qui est véhiculé par la parole aussi, donc traduit en LSF et tout en mouvement. C'est ça qui était très chouette. Donc oui, on a cette partie concert, cette partie projection, avec toujours sous-titrage et audio-description. On a des soirées thématiques. Dont une qui sera en audio-description live, une soirée en partenariat avec Straciran, des lectures publiques. Justement, les lectures, il y a une grande place attribuée aux livres imprimés, livres audio, livres en gros caractères. C'est un peu le point central aussi du festival. Oui, on a tenu à organiser un premier salon du livre qui permet justement de balayer ce qui va être l'ensemble des versions adaptées à ce jour disponibles du livre. Donc du livre imprimé au livre audio, tactile, numérique. On a une application numérique pour les enfants qui sera présentée en animation. Et à gros caractères. Quelque chose qui fait peut-être pas tout de suite écho à une adaptation, mais c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui, au-delà du livre audio, ont envie d'avoir accès à leur propre rythme de lecture. Et donc le gros caractère, tout bêtement, il répond à ce besoin-là. Mireille, qu'est-ce que vous justement vous utilisez? Je ne l'ai pas nommé, et ça tombe très bien. Je peux passer la parole à Mireille. J'utilise le braille. Donc j'ai perdu la vue à l'âge de 12 ans et ensuite j'ai appris à lire en braille en sachant qu'avant je voyais un peu, donc je lisais en gros caractères, donc pour les malvoyants. Et voilà, donc maintenant ça fait depuis quelques années déjà que je pratique le braille. Et c'est ce que vous avez là c'est ce que j'ai là, ouais, tout à fait. Vous préférez ça par exemple au livre audio ou c'est une alternative pour vous? Écoutez, j'aime l'idée qu'on puisse avoir le choix. Donc, lire un livre d'action, par exemple, ça m'intéresse de l'écouter parce qu'on a cette intonation de voix qui fait que dans les livres audio, qu'on est à fond et qu'on se prend complètement dans le livre. Et donc, on peut lâcher prise de tout ce qu'il y a autour de nous et écouter justement les livres avec les bruitages. C'est ce qui est extraordinaire dans les livres audio, justement, c'est qu'il y a des bruitages qui vont avec les scènes qui est en train d'être lues. Donc voilà, j'aime lire des livres audio, écouter. Et puis par contre, j'aime aussi le contact du papier, comme par exemple, ça c'est le programme que j'ai là, le programme du festival, voilà, pardon. Et voilà, j'aime justement me dire, là je peux passer d'un moment à un autre, d'une ligne à l'autre, enfin voilà, être vraiment autonome, on va dire. Et alors ce festival, il est accessible à tous finalement, pas uniquement des publics non-voyants, sourds, etc. Non, mais même vous avez le droit de venir. C'est même l'objectif, c'est la rencontre. Clairement, justement, c'est l'objectif, c'est de mélanger les publics. Ça a toujours été le mot d'ordre chez Vue d'ensemble, donc on suit notre objectif initial et continu. Et au-delà de ça, les lieux qui ont été choisis, alors sont assez connus sur Strasbourg, ce sont les lieux culturels qui ont été choisis aussi dans un périmètre d'accessibilité assez facile, à 2 minutes près, on passe d'un endroit à l'autre. Et puis en termes d'accessibilité, ce sont les lieux qui garantissent l'accessibilité aussi aux personnes à mobilité réduite. Enfin voilà, il y a cette considération-là. Il y a aussi les 10, il faut dire que parmi les livres, il y a une accessibilité aussi aux personnes 10. D'accord. Le gros caractère, je crois, est aussi... Et donc là, c'est la 2e édition du festival. Le but, vous en parliez encore au début, c'est finalement quoi? De continuer à sensibiliser sur ce qu'il existe et en parler davantage finalement? Oui, c'est rendre visible tout ce qu'il est possible. Parce qu'effectivement, les outils, il y en a énormément, des outils. Et on découvre au fur et à mesure que finalement, si on veut trouver une adaptation, si on veut avoir accès, comme tu disais au départ, Mireille, on peut. Maintenant, c'est la... Oui, c'est ça, c'est montrer le choix, tout à fait. Et puis dire aussi que
on est des personnes en situation de handicap, mais par contre, on est complètement ouvert à l'autre, quel que soit l'autre en fait. Parce que souvent, on se met dans des cases, tous d'ailleurs, hein, que ce soit des personnes handicapées ou pas, et on se met dans des cases, et à partir de ce moment-là, on ne se permet pas d'aller vers l'autre. Et donc nous, on veut faire des choses les uns avec les autres. Et donc c'est pour ça que vraiment notre culture, on veut qu'elle soit vraiment accessible à tous, même aux personnes qui ne sont pas forcément handicapées. Eh ben, vous l'aurez compris, alors si que vous soyez handicapé ou non, voilà. Vous êtes donc invité à vous rendre au festival. Vous avez le lien qui s'affiche pour consulter le programme du festival. C'est entendez-voir.com et donc c'est en ce moment même et ça se poursuit jusqu'au 7 mars. Oui. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous sur le plateau. Dans quelques instants, on parlera d'un tout autre sujet. Il s'agit de sport avec un sport phare en Irlande. Ce sera juste après la pub. Chez Peugeot Strasbourg, à Eunheim et à Ilkirch, venez adopter dès aujourd'hui les moteurs de demain ou bien repartez avec l'un de nos 250 véhicules d'occasion. Bienvenue dans Top Sport. Aujourd'hui, retour sur le combat, non pas sur le ring, mais sur la glace, pour les Scorpions de Mulhouse en quart de finale des playoffs. Et puis ensuite, Jurjevri, Saut-Périlleux en tout genre pour les gymnastes agnoviennes ce week-end lors d'un match de top 12. Des nouvelles également des Verts, les basketteurs de Gris s'affrontaient Fos. Et des nouvelles également des Rouges aussi avec le sprint final des Mulhousiennes juste avant les playoffs. Et ce soir, Marine, on va parler d'un sport complètement insolite, en tout cas en France et en Alsace. Surtout, il s'agit du hurling. Alors, bonsoir Linda Molony et Kieran Finney. J'espère que j'ai bien dit vos prénoms et noms de famille. Bonsoir. Alors, vous faites partie de l'un des 2 clubs alsaciens de hurling, justement, et vous proposez cette pratique qui est en fait 100% irlandaise. Alors, vous-même, vous êtes irlandais, n'est-ce pas ? Oui. Vous venez d'où en Irlande ? Tout au milieu de l'île. Il s'appelle Longford et c'est pas loin de Dublin. Et pour moi, c'est le sud-ouest, County Clare. Et vous pratiquez là-bas le hurling déjà ? Moi, oui. En fait, j'ai pratiqué la version féminine, ça s'appelle Camogie, mais c'est presque le même sport. Eh ben, on va parler de cette version du hurling, du côté alsacien en tout cas, dans quelques instants. D'abord, un détour par Mulhouse avec les Scorpions qui jouaient leur quart de finale de play-off. Ça se passait à Lilleberg. Les Mulhousiens s'étaient d'abord imposés 2 fois après prolongation début de semaine chez les Gothiques d'Amiens. Ce week-end, c'était à leur tour d'accueillir ensuite Amiens. Vendredi, ils se sont inclinés 3-2. Samedi soir, les Mulhousiens devaient s'imposer pour garder l'avantage de la glace et surtout se rapprocher de la prochaine étape, les demi-finales. Et ça commence fort, vous avez vu avec cette interception des Mulhousiens. Vignières à l'instant qui intercepte le Palais en zone offensive, mais le gardien des Gothiques remporte le duel. 2 minutes plus tard, c'est Amiens qui se munit du Palais. Heureusement, le gardien mulhousien protège bien la cage. Aucune des 2 équipes ne score durant le premier tiers-temps et dans la deuxième période, la tension monte. Il faut attendre la toute dernière minute du tiers-temps pour voir un but. Et il est mulhousien. Le capitaine Kevin Eckfeuille permet aux siens de mener 1-0. Ça chauffe à nouveau dans le dernier tiers avec le gardien cette fois-ci. Et puis quelques minutes plus tard, Amiens en supériorité numérique en profite pour égaliser. Il y a alors un partout. Le score ne changera pas jusqu'à la fin du temps réglementaire. C'est parti alors pour les prolongations. Le premier qui marque gagne et les 2 équipes tiennent presque 10 minutes sans encaisser de but. On imagine alors les voir se départager au tir au but, mais dans les dernières secondes, Amiens inscrit le 2e but de la rencontre. Le match s'arrête ici. Mulhouse s'incline 2-0 et c'est dur à encaisser pour les Scorpions. Honnêtement, je suis dégoûté, j'ai rien à dire. Je suis déçu pour mes joueurs. Et c'est 2-2, on va rebondir, on va aller là-bas et continuer à faire notre travail, c'est tout. C'est sûr que c'est difficile, mais voilà, on s'attend à ce genre de difficultés en play-off. On a gagné 2 fois là-bas et personne pensait que Mulhouse était capable de gagner 2 fois à Amiens. Ils sont venus gagner 2 fois chez nous. Il ne faut pas mettre la tête en bas plus que ce qu'il ne faut. Et puis voilà, il faut rebondir, tout simplement. C'est ça les play-offs. Il y a des moments
Il y a des moments où c'est plus facile que d'autres et aujourd'hui c'est un moment un peu plus douloureux. Les quarts de finale de play-off se jouent au meilleur des 7 matchs. Grâce à cette victoire, les Gothiques d'Amiens reviennent à 2-2 dans ce quart de finale. Le match 5 se déroulera mardi chez eux, puis ensuite place au match 6 vendredi à domicile pour Mulhouse. Et on va parler de gymnastique à l'occasion des championnats de France par équipe, le top 12, qui réunit, comme son nom l'indique, les 12 meilleurs clubs français. 2 sont alsaciens, Schiltigheim et Haguenau. Les Haguenoviennes qui avaient l'occasion ce week-end de se qualifier pour les demi-finales du championnat, à condition de battre Hénin-Beaumont. Oubliez le seul critère de la note, en top 12, 2 équipes s'opposent sous forme de duel. Comme ici au saut, les filles s'affrontent 2 par 2 avec un seul impératif, avoir une meilleure note que son adversaire désigné pour empocher 3 points. Le verdict est connu après chaque passage, le score évolue ainsi au fur et à mesure, et chaque équipe peut changer sa gymnaste jusqu'au dernier moment pour s'adapter à l'adversaire et à sa performance. Des stratégies qui obligent les filles à se tenir prêtes à passer à tout moment. Chaque équipe passe ainsi 3 fois au saut, aux barres asymétriques, à la poutre puis au sol. En tête dès le départ, les Barinoises ont cependant dû attendre la dernière épreuve, le sol, pour assurer leur victoire, grâce notamment à leurs 2 membres de l'équipe de France, Mathilde Val et Morgane Ozisek. Grâce à cette victoire, Haguenau s'invite une nouvelle fois dans le top 4 français. Battues en demi-finale l'an passé, les Alsaciennes affichent clairement leurs ambitions cette saison, aller en finale du championnat de France. Alsaciennes qui joueront leur place en finale à la fin du mois. Écoutez la joie et les ambitions de la capitaine haguenovienne Camille Ball. C'est vraiment une équipe qui est sur le plateau. On a besoin de toutes s'entraider pour trouver la bonne stratégie, pour se préparer mentalement à passer à n'importe quel moment. Donc c'est vraiment un format qui est beaucoup plus équipe qu'individuel, je trouve, et ça fait beaucoup de bien dans un club d'avoir des formats comme ça. Ça permet de regrouper les troupes un peu et c'est vraiment chouette. Là, cette année, on rêve vraiment de la grande finale et même de l'or, ce serait vraiment top. Donc j'espère que cette année sera la bonne. Prochaine étape, les demi-finales le 28 mars. Et bien loin de la gymnastique et des autres sports plus traditionnels, ce week-end, pour la première fois, un match de hurling s'est joué en Alsace. Alors vous ne connaissez probablement pas, eh bien c'est normal, moi je ne connaissais pas non plus avant ce week-end, mais nos invités sont là pour nous en parler. Bonsoir, rebonsoir à tous les deux, merci d'être là. Alors je vous propose pour commencer de faire un petit point sur les règles. Regardez ces images, eh bien c'est un sport collectif anglais qui se pratique sur gazon. Et alors on est muni d'une crosse que l'on appelle hurley, si c'est bien ça? C'est ça, oui, c'est en bois, en frêne en fait. Oui, et ça s'appelle le hurley. Et alors l'objectif c'est de marquer des points tout simplement en inscrivant des buts. Oui, c'est ça. Le ball doit passer entre les poteaux et ça, c'est un poids. Et si c'est en dessous, c'est un but qui vaut 3 points. Donc ça, oui. C'est un peu un mi-chemin entre le football et le rugby en termes de but, en tout cas. Un peu comme ça. Et même, il y a aussi un gardien de but. Donc c'est pour ça que c'est plus difficile de marquer les buts. Mais souvent, il y a pas mal de points, pas mal de buts pendant un jeu. Donc, ouais. Alors ça se joue à 15 par équipe. Alors pour marquer, eh bien, on peut se faire des passes avec les pieds, les mains, la crosse, donc hurley. D'ailleurs, on peut presque tout faire avec le hurley, soulever et attraper la balle, la faire rouler, la frapper. Et puis, pas trop de contraintes non plus du côté des sprints. Le joueur, eh bien, il peut courir autant qu'il souhaite, vous voyez sur l'image, avec la balle au bout de la crosse, c'est ça ? Oui, c'est ça. Les passes se font en utilisant le hurley, comme vous avez dit. Et aussi, ils peuvent faire les passes avec la main aussi. Mais comme vous avez vu, la balle évolue vite et oui. C'est un sport très rapide. Alors justement, c'est très rapide, mais c'est aussi un sport de contact alors. Oui. C'est aussi ça. En fait, c'est marqué que... connu comme un des sports plus rapides au gazon du monde, parce que ça passe hyper vite, mais même c'est physique comme sport, donc il y a des contacts avec les épaules, des fois avec le hurley en plus. Donc ça, c'est dangereux un peu. Oui, mais le port d'un casque est obligatoire. Okay, pour se protéger. Oui. Depuis, je ne sais pas, depuis 10 ans maintenant, c'est obligatoire pour tous les joueurs.
finalement, on disait on peut faire plein de choses avec le hurlet, avec les mains, les pieds. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? On ne peut pas jeter la balle. Ouais. Il y a un geste particulier à faire et soit avec la main ou soit avec la crosse, mais il y a une façon de le faire. C'est-à-dire, vous pouvez nous montrer? Alors, on n'a pas le hurlet en plateau, mais... Ok, si vous avez la balle ici, vous devez faire comme ça, mais vous ne pouvez pas faire comme ça. On ne peut pas frapper par-dessus, il faut un peu la prendre par Oui, par il y a un geste. Et même pour faire un passe avec la croix, le hurlet, c'est un geste un peu comme baseball. Donc, il faut que tu lances la balle et frapper comme ça. En fait. Donc, alors, c'est un geste un peu comme au baseball. Et est-ce qu'il y a des similitudes avec le hockey sur gazon, par exemple? Oui, il y a quelques gestes similaires. Et des fois, la balle, c'est possible de jouer la balle sur le terrain, mais ça passe beaucoup plus vite dans l'air. C'est pour ça que les joueurs peuvent faire passer dans l'air. Finalement, c'est très peu sur le sol. Oui, en gros. D'accord. Mais c'est possible aussi de jouer comme ça. Ouais. Alors ce week-end, c'était le premier match organisé en Alsace. C'est une fierté, j'imagine, pour le club de se dire que ça y est, on l'a fait. Oui, c'était une fierté. Il y avait quelques clubs qui ont participé, Stuttgart, Darmstadt, Bâle, Paris et Clermont aussi, et quelques joueurs de... Non, c'est tout. Et quelques joueurs de notre club. D'accord, oui. Oui. Forcément. Ouais. Oui, c'était le premier tournoi de hurling en France. En France, carrément. Oui, et même c'était plutôt des matchs amicaux, mais parce qu'il y a qu'un seul club, équipe, oui. Une seule équipe. Paris on la seule équipe hurling maintenant, mais uniquement à Paris. On essaie d'avoir une équipe. En Alsace aussi. Oui, parce que on a une équipe de foot gaélique, mais on aimerait bien avoir une équipe de hurling aussi. On en parlera justement dans quelques instants de ces différents sports gaéliques et puis notamment de cette ferveur autour du hurling en Irlande. Avant ça, je vous propose une petite pause volley avec les Mulhousiennes qui avaient un match pour conserver leur place de leader. Ça se passait ce week-end face à Pays d'Aix-Venelle qui était 8e. Les Mulhousiennes assomment les visiteuses dans le premier set qu'elles remportent facilement 25-11. Les rôles s'inversent ensuite dans le set suivant. Les joueuses d'Aix-Venelle mettent en difficulté les Alsaciennes. La SPTT laisse filer le set sur le score de 23-25. Le troisième acte, vous l'avez vu, est ensuite largement en faveur des Mulhousiennes qui concluent rapidement 25-16. Il y a un peu plus de suspense ensuite. Aix-Venelle s'accroche dans le quatrième set. Les deux équipes sont plusieurs fois à égalité et même jusqu'au 20e point. Mais les Mulhousiennes ont le dernier mot et vous voyez là la joie justement des Rouges qui remportent le match avec un dernier set en poche 25-23. Écoutez leur réaction à l'issue du match. We have to be better in second set because we have l'opportunity to close the game. So if we win second set, maybe it's 3-0, so it's more easy for us. But after we make a great game. C'est sûr que c'est important de retrouver la victoire ici. On avait perdu là il y a 2 semaines contre le Canet où on n'avait pas montré notre meilleur niveau, notre meilleur visage. Et voilà, ce soir il y a la victoire et c'est ce qui est important. Prochain match pour les Mulhousiennes, ce sera ce samedi à domicile. Et en basket, pas de match à la SIG samedi pour cause de coronavirus, mais on a joué en Pro B vendredi soir. Gris a profité des 3 semaines de trêve pour retoucher son effectif. 2 joueurs ont quitté le club, 2 sont arrivés avec pour ambition de se donner un peu d'air au classement. Le premier test, c'était donc vendredi contre Fos-sur-Mer. De ces 2 recrues, seul Ronen Vuika était qualifié ce week-end. Venu d'Angleterre, ce poste 3 doit amener de l'énergie aux Alsaciens. Ça fonctionne plutôt bien en début de match, à l'image de ce compte de Dinal. Derrière, c'est du 100% pur gris. Remontée de balle au pas de course, passe aveugle et tir à 3 points. C'est déjà le début du festival Zengotita Bengua. En face, Foss peut aussi jouer vite. Du coup, le match est vivant, serré. En tête, en début de match, Grise coince un peu dans le deuxième quart. À la pause, ce sont les sudistes qui mènent de 6 points, 48-42. Grise est encore derrière pendant 5 minutes avant de prendre la tête, mais rien n'est fait à l'amorce des 10 dernières minutes. Le 4e quart-temps va basculer dans l'irrationnel. Les Verts vont y inscrire 31 points. Le show Zengo continue.
L'Espagnol finira à 30 points, 6 sur 6 à 3 points. Ajoutez-y 9 passes pour 37 d'évaluation. Son compatriote Franch dynamite la défense. Ses 12 passes régalent ses partenaires. Le BCGO s'envole, compte 15 puis 20 points d'avance et régale son public à l'image des paniers improbables marqués par Samir Bedkom. Le jeune Camerounais rentre tout et presque n'importe quoi. Gris franchit la barre des 100 points et s'impose 105 à 84. Une soirée parfaite dans une salle pleine qui se termine par une jolie photo avec un joli chapeau. Et une victoire qui leur permet d'être 14e du championnat avec 4 victoires d'avance sur les relégables et à 2 points des playoffs. Écoutez la satisfaction des Alsaciens. Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés. On a travaillé très dur cette semaine pour pouvoir incorporer tous les joueurs. Moi, comme j'étais pas là, j'ai dû travailler aussi et me remettre dans le groupe car on avait travaillé des nouvelles choses. Et ça a fonctionné aujourd'hui et je pense que c'est le fruit du travail. On avait vraiment envie. À la maison, c'était important. Les 2 derniers matchs, on les a perdus. Et donc c'était important de retrouver la confiance à domicile, gagner, remettre les fans dans le truc et ça s'est bien passé, donc je suis content. Et la suite en Pro B, c'est le derby entre Souffle-Weiersam et Gris. Et ça sera ce samedi soir à Souffle. Et on termine cette émission avec notre invité et ce sport complètement insolite dont on parle depuis tout à l'heure, ça s'appelle le hurling. Alors, on le disait il y a quelques instants, en France, c'est encore très très peu développé. Mais en Irlande, le sport est quasiment roi. Regardez ces images. Les stades sont tout simplement pleins, plein de monde. Vous connaissiez cette ambiance, cette ferveur pour le hurling en Irlande ? Oui, le championnat d'Irlande est énorme et ça commence en mai, le final est en septembre. Il y a 80 000 de spectateurs dans le stade et c'est juste génial, l'ambiance et le ferveur. Est-ce qu'on peut peut-être espérer voir, alors peut-être pas autant de spectateurs, mais un peu plus en tout cas en France ? J'espère, oui. Je pense on pourrait imaginer créer un peu d'entrée dans ce sport. Là-bas, on peut le comparer peut-être au football chez nous en termes de ferveur ? Exactement, oui. Oui, parce qu'il y a 3 sports de gaélique. Il y a le foot gaélique, le hurling et handball gaélique, mais le foot gaélique et hurling sont les 2 sports plus populaires en Irlande. Donc, les tournois de chaque sport, c'est chaque été, c'est comme Linda avait dit, il y a un ferveur. Oui, c'est impossible d'acheter les billets pour les finales, par exemple. C'est comme le Super Bowl irlandais, les 2 finales de hurling et foot gaélique. Oui. Et en Alsace, du coup, on en est à 2 clubs, c'est bien ça, un à Mulhouse et un à Strasbourg. Vous, à Strasbourg, vous êtes le plus gros, le plus imposant ? Oui, en ce moment, mais il y a quelques joueurs en Nantes aussi et comme on n'est pas loin d'Allemagne, c'est envisageable de faire des tournois avec des clubs allemands. Il y a un club à Francfort, à Stuttgart, et on pourrait s'entraîner comme ça. Et alors, en termes d'équipement, comment est-ce que ça se passe, notamment pour la crosse, le hurley ? Comment vous en procurez ? J'imagine qu'il n'y en a pas en vente en France. Non, il n'y a pas de fournisseurs en France. Ils viennent d'Irlande. Et le schlitter aussi, la balle. D'accord. Et alors, vous disiez, vous faites partie des sports gaéliques comme le foot que vous proposez, foot gaélique que vous proposez aussi au sein de votre club. Vous essayez un peu d'amener cette culture irlandaise en Alsace. Oui, c'est ça. On a commencé avec le club de foot gaélique l'année dernière. Maintenant, on a une adhésion avec le SUC, le Strasbourg University Club. On a participé à un tournoi à Lyon il y a 2 semaines et on a une bonne équipe maintenant, mais on cherche toujours des nouveaux joueurs, on fait de le recrutement tout le temps. Alors en termes de nouveaux joueurs, je vous propose de regarder une petite vidéo, c'est du hurling, mais hurling freestyle, regardez. Can you give me that one? Give you that one. Come on.
vous aviez déjà vu ce genre de Non. choses? Vous connaissiez, Non, non? Ben voilà, c'est peut-être une nouveauté que vous pourrez proposer prochainement. Oui, exactement. Au sein du club. On termine rapidement avec une petite photo. On parlait de rapprochement avec le football classique. Regardez cette photo. Est-ce qu'on peut retrouver ce genre de position, de posture en hurling aussi? Oui, pourquoi pas. Pour le gardien, j'imagine bien. Oui, il fait ça, même avec le hurl sur la main. Oui, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Oui. Ben, merci en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous et puis de nous avoir fait découvrir ce sport un peu particulier. La suite, ça se passe en cuisine avec Nicolas Riffel. Ça s'appelle Grain de sel. Bonne soirée à tous. Aujourd'hui, je suis à Strasbourg et je vous emmène chez Hey Mama. Vous vous souvenez de Sorna? Je l'ai rencontré il y a quelques années et là, on découvre son nouveau restaurant. Tu viens? Salut! Ça va? Bon alors les enfants, c'est quoi cette histoire de Hey Mama? Comment c'est né? C'est une nouvelle aventure, Ouais. au départ. Comment vous êtes lancé? On s'est lancé en février 2019. On a commencé par faire des brunchs au Grafalgar pour un peu tester le produit, etc. On a fait ça sur 7 dates. C'était des brunchs avec concert live acoustique. On a commencé comme ça et à la fin on s'est dit, la question revenait, quand est-ce que vous ouvrez, vous êtes où, vous êtes quand, enfin voilà. On s'est dit on va ouvrir. Donc le concept c'est quoi de Hey Mama? Hey Mama c'est food and culture, donc food c'est moi, culture c'est monsieur. Ouais. Et l'idée de la food c'est de proposer une gastronomie d'inspiration afro. Le but c'est pas de faire de la cuisine traditionnelle mais vraiment d'intégrer des ingrédients de la cuisine africaine ou créole ou peu importe dans la gastronomie française, des plats courants qu'on connaît quoi. Flamcuche, bécof. Mais bien sûr, tout à fait, pas du tout. Bécof africain, ça doit être sympa. J'ai pas encore essayé, on peut tenter mais je sais pas ce que ça va donner. Là, tu mets Nicolas Riffel idée à la place des pommes de terre, je mettrai du manioc, on verra ce que ça donne. Je trouve que c'est la touche activité, concert, conférence. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On aura du yoga, on aura des activités pour les enfants, les mercredis après. Enfin, on agrémente avec plein de choses. L'idée c'est pas seulement d'être un restaurant, on veut être un lieu de vie, qu'il se passe plein de choses, qu'on ne soit pas seulement catégorisé restaurant et que les personnes puissent venir ici, se sentir à l'aise et faire ce qu'ils ont envie de faire. On peut accueillir des événements, on va organiser nous-mêmes nos événements, donc du coup... Vous me faites visiter? Oui. Lego. Là. Bon, j'ai une petite surprise pour toi. Ouais. Je vais t'imprimer ton logo sur ton café. Tu le fais à la main? Non. Ah. Du coup, tu peux le faire avec tout. Tu peux mettre une tête, une citation. C'est génial. Tu peux envoyer un numéro de téléphone si tu as quelqu'un qui te plaît dans la salle. On peut absolument tout faire. C'est chaud. Allez Max, viens. On va voir ce qui se passe en cuisine maintenant. Du coup là Nico, on va préparer une green shakshuka. Alors la shakshuka, normalement c'est un plat, c'est à base de tomates et de poivrons. Et vu que là on est en hiver avec les tomates, c'est pas de saison, j'en fais une version du coup afro avec des poireaux et des feuilles de manioc. D'accord. Qu'on appelle aussi saka saka. Saka. Ça j'adore. Ça sonne bien. Ouais, saka. Et tu manges quoi? Du saka. Du coup, ce qu'il te faut, c'est du poireau. Donc là, il est déjà découpé. Je vais le mélanger. Je mets mes feuilles de manioc qui sont déjà hachées. On va juste bien mélanger tout. Alors, ça ressemble un peu, les feuilles de manioc, ça ressemble à des grosses feuilles d'épinards, si jamais. Et c'est un autre goût, c'est un peu plus fort que l'épinard. Et le manioc, tout le monde connaît la racine, je pense, parce que tout le monde a regardé Koh-Lanta. Exactement. Là, on a tous appris ce que c'était le manioc. Parce que c'était le manioc. Parce que les mecs, ils faisaient que ça. T'as trouvé du manioc? T'as trouvé du manioc? Je pensais que c'était drôle, moi, au début. Mais du coup, on peut manger les feuilles aussi. Et là, ce que je rajoute, c'est juste du lait de coco, sel, poivre, et tout se cuit au four. Ok. Mon petit cacon. Donc du coup, on met ça au four pendant 5 minutes et les 5 dernières minutes, on va rajouter l'œuf par-dessus. Donc du coup, là, au bout de 5 minutes, on met l'œuf. Ok. Du coup, là, on est bon. Donc là, ce que je rajoute, c'est des petits pois. Des herbes fraîches, donc tu as des pousses, tu as du persil, de l'aneth, voilà. Du vert, de la feta. Et on finit avec l'avocat. Du sel de Guérande
Et voilà pour toi une green shakshuka. Et il s'en va avec. Vous avez une particularité aussi, c'est que tous vos plats ils sont déclinables aussi en vegan. C'est ça. L'idée c'est que tout le monde puisse venir manger ici. Donc tous les plats sont déclinables en végétarien ou en vegan. La plupart, sauf si je peux pas remplacer l'essence même d'un plat si c'est une viande quoi. Mais tout le monde peut venir manger chez maman. D'accord. Ça te plaît? C'est très bon. Et surtout, ne soyez pas sage. Je sais plus quoi faire de ces gens.